La plupart pensent que si le Bigfoot existait, nous aurions déjà des preuves indéniables. Et si nous en avions déjà, sans que la plupart des gens le sachent? Je m'appelle Robert. Je suis un réalisateur et chercheur canadien. Et pour être honnête, je n'avais jamais prévu d'emprunter cette voie, de me lancer dans cette obsession pour le Bigfoot. Mais je suis ici parce que j'ai moi-même rencontré un Sasquatch en 2024. Ça a tout changé pour moi. Et depuis, je poursuis une quête sans relâche pour essayer de découvrir et partager la vérité sur ces êtres, si je le peux. C'est le sujet de cette vidéo et des nombreuses autres sur le Bigfoot de ma chaîne. Alors, quelles preuves avons-nous vraiment? En réalité, il y en a beaucoup, peut-être plus que vous ne l'imaginez, à commencer par les témoignages oculaires. À ce jour, plus de 10 000 rapports crédibles ont été déposés concernant des rencontres avec des créatures semblables à Bigfoot à travers l'Amérique du Nord. Et cela sans parler des nombreux autres rapports similaires concernant des créatures prétendument semblables provenant d'autres régions du monde. C'est trop sombre pour être un doigt. Ce chiffre de 10 000, ce sont seulement les signalements de Sasquatch en Amérique du Nord. De nombreux signalements comportent des descriptions cohérentes. Des créatures humanoïdes velues, mesurant entre 2,10 m et 2,75 m, avec des épaules et une poitrine massive, pratiquement pas de cou, souvent une tête conique, comme le sommet de la tête des gorilles, et des bras proportionnellement plus longs que ceux d'un humain. Les témoins sont aussi très variés. On compte parmi eux des agents des forces de l'ordre, des gardes forestiers, des soldats, des chasseurs, des avocats, des juges et bien d'autres encore. Pratiquement tous les types de personnes, issues de tous les milieux, sont représentés quelque part parmi les témoins de Bigfoot à travers le monde. Parmi les témoins que je trouve personnellement particulièrement convaincants, il y a des scientifiques comme le docteur John Bindernagel, un biologiste de la faune chevronnée, qui a déclaré, je cite, j'ai vu une silhouette debout le long d'une clôture, se balançant doucement d'un côté à l'autre. Elle était bien cachée par la végétation, mais je distinguais une épaule et ce qui semblait être une tête. Finalement, elle a été effrayée par notre présence et s'est retirée dans la forêt. Mais en marchant, son grand bras est apparu, se balançant vers l'arrière. Et puis, il y a le sergent à la retraite de l'armée américaine, Todd Niss, qui en 1993 a déclaré avoir vu 3 de ces êtres. Il a dit, je cite, entre nous se trouvait un ravin peuplé de sapins de Douglas et de pruches âgées de 8 à 12 ans. À plusieurs centaines de mètres, je ne distinguais ni les traits ni le sexe, mais il était certain que ce n'était pas humain. L'officier de police Chris Miller, de Caroline du Nord, a déclaré avoir vu quelque chose dans les années 2000. Les chuchotements étaient clairs, mais dans une langue que je ne comprenais pas. En pointant ma lampe torche, j'ai aperçu une grande silhouette sombre disparaître derrière un arbre. C'était trop grand pour être un être humain, à ma connaissance. Je dois dire que je me suis figé. Pas vraiment de peur, enfin si j'avais peur, mais je me suis juste figé parce que je ne voulais pas qu'il me voie. Je n'ai jamais pensé un seul instant que c'était un humain. Jamais. Donc ce ne sont que quelques exemples. Évidemment, c'est une goutte d'eau dans l'océan des 10 000 signalements, mais ça vous donne une idée de la qualité. Ce ne sont pas que des ados ivres faisant la fête le week-end dans les bois et s'imaginant des choses. Le prochain type de preuve concerne les empreintes de pas. À ce jour, nous avons des milliers de moulages documentés par de nombreuses personnes différentes, y compris certains scientifiques hautement qualifiés, provenant d'une multitude de régions très isolées, où il semble extrêmement improbable qu'un imposteur avec de faux pieds de Bigfoot prenne même la peine de s'y aventurer, parce que la probabilité que quelqu'un les trouve est très faible, même si pourtant des gens les ont trouvés. Alors, comment savons-nous que ces empreintes sont réelles? Tout d'abord, car nous avons une morphologie plantaire récurrente. Des détails comme la cassure médio-tarsienne, qui est un point de flexion naturel au milieu du pied chez les grands singes comme les gorilles, mais qui n'est pas présent chez les humains. Les scientifiques ont trouvé ces empreintes de pas massives, en forme de pieds humains, mais pas de taille humaine, dans certains cas mesurant 45 cm ou plus, avec la cassure médio-tarsienne, caractéristique que l'on retrouve chez les grands singes, visible dans les traces. L'équivalent humain de la cassure médio-tarsienne est la voûte plantaire, absente chez les grands singes. Il y a eu énormément d'écrits à ce sujet, dont beaucoup réalisés par des scientifiques qualifiés comme l'anthropologue Dr Jeff Meldrum, qui est aussi un expert de la locomotion des primates, examinant le fait que beaucoup de ces empreintes présentent des détails comme des plantes de pieds flexibles,
et des signes visibles de mouvement. Là où, sur des zones glissantes et en pente, on peut voir les orteils de ces empreintes s'agripper plus fermement au sol. Mais sur des surfaces lisses et non glissantes, cette prise disparaît, comme si une créature tentait de garder l'équilibre. Nous voyons aussi des crêtes dermiques, ces petites lignes minuscules au bout de vos doigts. Nous en avons aussi sous la plante des pieds, bien sûr, tout comme les chimpanzés, les gorilles et les koalas, et apparemment les sasquatchs aussi. Ce genre de détails, en particulier les crêtes dermiques, sont presque impossibles à falsifier. Et c'est pourquoi l'expert en empreintes digitales de la police, Jimmy Chilcutt, a déclaré que si quelqu'un avait falsifié ses empreintes, il devrait plutôt faire carrière dans la contrefaçon de billets, car il serait un faussaire tellement talentueux. Nul ne peut sculpter des crêtes papillaires aussi finement que sur de nombreux moulages d'empreintes de pas. Et même s'il pouvait d'une manière ou d'une autre, il ne pourrait certainement pas imiter de façon convaincante le mouvement que l'on observe d'une empreinte à l'autre. Les asymétries entre le pied gauche et le pied droit, dans de nombreux cas, les blessures uniques et spécifiques que révèlent certaines de ces empreintes. Que seule une personne ayant une connaissance extrêmement approfondie et affinée de l'anatomie serait capable de recréer de manière convaincante. Il existe même des cas où des empreintes supposées de Bigfoot ont été moulées, et une blessure a été remarquée, une sorte de protubérance dans le pied qui laisse une marque visible dans l'empreinte et qui est clairement anormale. Et puis, des années plus tard, dans la même région, d'autres empreintes sont découvertes, qui semblent provenir de la même créature parce qu'elles présentent la même marque de blessure. Sauf qu'avec le passage des années et le développement de nouvelles couches de peau et de callosité, la marque de blessure, qui est très unique et spécifique, s'est déplacée vers le bas, plus bas sur le pied. Ce ne sont pas le genre de détails qu'un gaz avec des pieds artificiels en bois ou en caoutchouc pourrait réussir à imiter de façon convaincante. Aucune chance. C'est pourquoi un anthropologue physique du nom de Dr. Grover Krantz de Washington State University, ou du moins il l'était avant son décès, a dit, je cite, on ne peut pas falsifier les crêtes de pression. Et il parlait bien sûr des empreintes de pas. Les impressions montrent un pied vivant et flexible, pas un moule en bois sculpté. Existe-t-il de fausses empreintes de pas qui trompent certaines personnes? Oui, il existe littéralement des photos que vous pouvez trouver en ligne de types tenant ces stupides pieds de Sasquatch sculptés et faux. Mais si ce n'est pas déjà évident, je vais le dire clairement. Des types comme ça ne vont pas tromper des gars comme ceux-ci. Donc, le caractère convaincant des preuves d'empreintes que nous avons pour le Sasquatch et des êtres similaires à travers le monde va bien au-delà de la simple morphologie des empreintes et des détails dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il existe également des exemples où l'emplacement est le principal facteur en faveur de l'authenticité de certaines de ces empreintes. Par exemple, en 1951, un alpiniste nommé Eric Shipton tentait de gravir l'Everest et a découvert des empreintes d'environ 33 cm à peu près humanoïdes, imprimées profondément dans la neige à 5800 mètres d'altitude. Ce n'est pas le genre d'altitude ou d'environnement où quelqu'un irait simplement pour monter un canular. Je suis absolument déconcerté par l'homme des neiges, qu'on appelle aussi le Yeti ou le Sasquatch, parce que des empreintes vraiment très convaincantes ont été trouvées. Qu'est-ce qui les a faites? Des empreintes ont été trouvées. Qu'est-ce qui les a faites? Je parle surtout de l'homme des neiges, dont des empreintes ont été trouvées à 18 000 ou 19 000 pieds d'altitude. Personne ne va si haut pour se promener. Il y a donc un mystère là-bas. Ces empreintes particulières mesuraient environ 33 cm de long et le gros orteil était décalé d'une manière similaire à celle des grands singes connus. Donc, le prochain type de preuve que nous avons, ce sont les enregistrements audio. Ceux-ci sont très intéressants et nous en avons toute une gamme. Il y a les célèbres sons de la Sierra enregistrés par Ron Morehead et Al Berry dans les années 1970 dans les montagnes de la Sierra Nevada, par exemple, qui ont été analysés par des experts et présentent des séquences très distinctes évoquant un langage ainsi qu'une grande variété de hauteurs, bien au-delà de ce que les cordes vocales humaines peuvent produire également.
malgré le fait que beaucoup de personnes, dans les commentaires de mes précédentes vidéos sur cet enregistrement et d'autres disent que leur chien peut faire ça ou que leur fils adolescent ulule comme ça tout le temps, oui, j'en doute. Nous avons d'autres enregistrements comme le hurlement de l'Ohio, qui a clairement été capté à des centaines de mètres de distance et qui pourtant donne des frissons à la plupart des gens qui l'écoutent. C'est ce cri profond, presque semblable à une sirène, sauf que les sirènes ne retentissent généralement pas au milieu de la forêt. On peut entendre quelques chiens aboyer en arrière-plan depuis des propriétés rurales éloignées. Ils ont évidemment été déclenchés par cette chose qui, une fois de plus, fait un bruit clairement bien au-delà des capacités vocales humaines. Et ce ne sont que deux exemples. Il existe littéralement des dizaines, probablement des centaines à ce stade, d'enregistrements de bruits bizarres, de cris, de hurlements et de bavardages ressemblant à un langage provenant du cœur de la forêt. Et si vous écoutez certains passages de ces enregistrements, en particulier les sons de la Sierra, et que vous remarquez, à votre avis, qu'ils ressemblent à un langage, vous n'êtes pas le seul. Cela a été remarqué par de véritables experts en linguistique, comme Scott Nelson, qui est un linguiste cryptologique retraité de la marine américaine. Et il dit, je cite, « Les éléments linguistiques dans les sons de la Sierra semblent suivre des schémas linguistiques et non des bruits d'animaux aléatoires. » Je l'ai réécouté plusieurs fois. Encore et encore, ma sœur a dit « Papa, que fais-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu « Fiston, il y a un langage ici. Et ça, ce n'est pas un être humain. » D'accord, maintenant le gros morceau, les preuves vidéo et photos. Bien sûr, il fallait qu'on aborde ce sujet, et c'est précisément ce que la plupart des sceptiques disent ne pas exister. Vous savez, si le Bigfoot existait vraiment, pourquoi n'avons-nous pas de bonnes vidéos? Eh bien, en réalité, il y a pas mal de bonnes vidéos, et c'est assez surprenant. Bien sûr, il faut commencer par le film Patterson-Gimlin, qui, malgré de nombreuses tentatives de le discréditer au fil des années, reste inégalé dans le niveau de détail musculaire. La démarche naturelle mais pourtant non humaine de la créature, ses proportions étranges des membres, du moins étranges selon les critères humains, et le fait que de nombreux experts, primatologues, biologistes de la faune, costumiers et créateurs de costumes d'Hollywood ont tous affirmé qu'il n'y avait aucune chance que cette chose soit une supercherie. C'est clairement une sorte de primate bipède encore inconnu, pas un humain dans un costume. Les sceptiques adorent essayer de discréditer le film de Patterson-Gimlin. Ils traînent Roger Patterson et son nom dans la boue. Ils vont rappeler que Bob Hieronymus a prétendu être l'homme dans le costume, affirmant que tout était une mise en scène et qu'il avait été payé. Mais quand on examine vraiment le fond de ces affirmations, elles ne tiennent pas la route. Hieronymus, par exemple, mentait clairement. Je n'entrerai pas dans les détails, car je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais au final, il y a tout simplement beaucoup trop de détails sur la créature dans le film Patterson-Gimlin qui aurait été totalement impossible à reproduire avec un costume de singe sur un humain. Surtout en 1967, quand, il faut l'admettre, la technologie des costumes n'était pas très avancée. Et ce n'est pas moi qui le dis. Cette idée vient d'experts qualifiés, comme le vétéran des effets spéciaux hollywoodien Bill Manns, qui a parlé du film Patterson-Gimlin, citation, « Chaque groupe musculaire, les fessiers, les ischio-jambiers, le roulement des épaules, tout est visible et authentique. Ce n'est pas un costume. » Et dans le cas du film Patterson-Gimlin, cela est devenu encore plus évident ces dernières années. Grâce au travail assidu de l'archiviste photo Todd Gatewood, je travaillais sur une restauration image par image du film, en obtenant des détails incroyables à partir de la copie originale, qui ne sont absolument pas visibles sur les copies pirates de 4e ou 5e génération que vous avez probablement vues en ligne. Il existe aussi beaucoup d'autres vidéos censées montrer Bigfoot. Vous pourriez probablement les regarder toute la journée sur YouTube sans jamais en voir la fin. Et même si beaucoup d'entre elles sont floues, du moins dans les versions compressées et dégradées que nous avons l'habitude de voir en ligne, beaucoup d'entre elles sont aussi très convaincantes. Surtout lorsque vous examinez les circonstances entourant le film et que vous connaissez certains des détails de ce qui est montré dans le film, en dehors du prétendu Sasquatch. Comme la séquence de Paul Freeman, par exemple, qui a été filmée au début des années 90 et montre une silhouette ressemblant à un Sasquatch, assez floue, s'éloignant dans les broussailles. Voilà.
Le voilà, Jésus. On a découvert plus tard que l'arbre qu'il frôle mesurait environ 5 mètres, ce qui fait que la créature devait probablement mesurer plus de 2,50 m proportionnellement. Et puis, il y a la vidéo du canyon de Provo, dans l'Utah. Un groupe d'adolescents fait une randonnée dans les bois. Ils voient une forme noire bouger dans le feuillage. Puis soudain, la chose se lève. Et c'est cette énorme silhouette humanoïde bipède, grande, noire, bien plus épaisse, large et haute que n'importe quel humain ou ours. Et la liste continue. Est-ce qu'il existe des vidéos truquées? Absolument, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très convaincantes. Et rejeter chacune d'entre elles comme étant des canulars, y compris celles qui ont été examinées de très près par des sceptiques sérieux et ouverts d'esprit qui ont au moins pris la peine de regarder les faits. À ce stade, c'est juste de l'ignorance volontaire. Alors passons maintenant aux preuves vraiment croustillantes, les échantillons de poils, de tissus et d'ADN. De nombreux échantillons de poils supposés de Bigfoot ont été mentionnés, portés à l'attention du public et analysés, et certains d'entre eux se sont révélés, après analyse, appartenir à un primate inconnu. Il y a également eu des études assez sérieuses menées au fil des années, notamment l'étude ADN de Melba Ketchum de 2012. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des sceptiques en colère qui s'apprêtent à taper des commentaires furieux parce que j'ai mentionné l'étude du docteur Ketchum, car elle a fait l'objet de nombreuses critiques. Mais en gros, le docteur Ketchum et son équipe ont passé des années à collecter plus d'une centaine d'échantillons supposés de tissus et de poils de Bigfoot, les ont analysés très soigneusement en laboratoire et ont conclu que le Sasquatch est un hybride entre l'humain et un primate inconnu. L'ADN mitochondrial de ces échantillons s'est révélé humain, et l'ADN nucléaire du côté paternel s'est révélé non classé. Je pourrais écrire un livre sur toutes les critiques adressées au Dr Ketchum et à son étude. Cela a en gros ruiné sa carrière, mais je ne pense pas que ce soit justifié. Quand on examine de près ce qu'elle a réellement fait et comment elle l'a fait, il y a de bonnes raisons de croire que ces découvertes étaient légitimes. C'est simplement que l'ensemble de la communauté scientifique n'a pas apprécié ces résultats. De nombreux échantillons de poils ont également été analysés, comme l'échantillon de poils de l'Idaho de 1960. Il y avait cet échantillon de poils recueilli dans le centre de l'Idaho en 68 et examiné par Ray Pinker, qui était instructeur en sciences policières au California State College. Son analyse a montré que le poil ne correspondait à aucun animal connu de sa vaste collection, qui comprenait presque tous les types de poils d'animaux d'Amérique du Nord. Il a indiqué que les poils ont un motif d'écaille similaire à l'humain au microscope, et qu'ils n'ont pas de moelle continue. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique commune aussi bien chez les humains que chez les autres primates. Et l'échantillon comportait également à la fois des poils de couverture épais et des sous-poils fins, ce qui est une autre caractéristique des primates connus. Mais encore une fois, cet échantillon venait du centre de l'Idaho, en pleine forêt, et non d'un lieu fréquenté par des chimpanzés ou gorilles. La conclusion de Pinker était que l'échantillon laissait supposer l'existence d'une espèce de primate inconnue. Un autre échantillon de poils a été prélevé dans le nord de la Californie en 1993, et il a été analysé par le docteur Sterling Bunnell, qui était membre de l'Académie des sciences de Californie. Il a utilisé un microscope optique et il a comparé l'échantillon de poils à ceux de l'homme, du chimpanzé, du gorille, de l'orang-outan et même du singe Pigatrix. Et sa conclusion, selon lui, il a dit, je cite, « Il est clairement apparenté au groupe humain-chimpanzé-gorille, mais il se distingue de chacun d'eux. D'après sa structure interne et de surface, il ressemble davantage au poil de gorille qu'à celui de l'homme ou du chimpanzé. » Mais encore une fois, cela vient du nord de la Californie, de la même région générale du continent où le film Patterson-Gimlin a été tourné. Les gorilles et les chimpanzés ne vivent pas là-bas, alors pourquoi y avait-il des poils similaires aux leurs en plein milieu des bois dans cette région? Le prochain type de preuve que nous avons n'est pas une preuve directe, ce n'est pas une preuve physique, mais ce sont des témoignages sur la dissimulation du fait que le Sasquatch est réel. La majorité de ces témoignages proviennent des gardes forestiers et des forces de l'ordre. Nous avons déjà partagé certains témoignages oculaires de ce genre de personnes plus tôt dans la vidéo, mais la question de la dissimulation dans ces citations est particulièrement intéressante. Prenez l'ancien officier de l'État de Washington, James Beck, qui a déclaré, je cite,
j'ai vu ce que je croyais être un Sasquatch traversant des routes tard dans la nuit. J'ai rédigé un rapport à ce sujet une fois, mais il a été rejeté sans enquête. On m'a dit de ne pas aller plus loin. L'ancien garde forestier Charles E. Howard a déclaré: On entendait des cris étranges dans les bois, il y avait parfois des observations, mais il ne fallait pas en parler. Les ordres de silence venaient d'en haut. Les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Je pourrais continuer avec ce genre de citation. J'en ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais il est clair qu'il se passe quelque chose de vraiment louche ici. Il est également intéressant de noter que ces hommes n'ont partagé ces citations publiquement qu'après avoir tous pris leur retraite. Pourquoi le gouvernement cacherait-il l'existence du Sasquatch s'il la connaît? C'est un autre sujet abordé dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et le dernier type de preuve, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin parce qu'il s'agit d'un corps. Oui, un véritable corps. Du moins un rapport sur un corps provenant de personnes hautement qualifiées. C'est l'homme des glaces du Minnesota, et j'en ai déjà parlé auparavant. J'ai même fait une vidéo qui lui est entièrement consacrée. Mais la version courte, c'est essentiellement ceci. Dans les années 1960, un hominidé velu congelé a été exposé dans une vitrine réfrigérée, enfermé dans la glace, et il a finalement été examiné par deux scientifiques renommés. Ils étaient tous les deux zoologistes, le docteur Bernard Heuvelmans et le docteur Ivan T. Sanderson. Ils ont tous les deux examiné cette chose à travers la glace transparente. Certaines parties dépassèrent de la glace, dégelées et sentaient mauvais, mais la plupart étaient prises dans la glace. Et ils l'ont examiné de près à la loupe et à l'œil nu. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'une véritable créature humanoïde couverte de poils, qui n'était ni un humain ni un singe connu. Les deux scientifiques croyaient que le spécimen était authentique à 100%, c'était biologique. Ce n'était ni un modèle, ni une poupée en latex, ni une supercherie de quelque sorte que ce soit. Même si vous consultez l'article sur le Minnesota Iceman sur Wikipédia, il est décrit comme une supercherie. À la fin des années 60, le corps original a disparu pour une raison inconnue. Peut-être commençait-il à pourrir et le propriétaire de la foire s'en est débarrassé. Mais pour faire court, il a été remplacé par une réplique en latex. Et le gars a continué à faire tourner la réplique en latex comme si de rien n'était. Mais la différence était, bien sûr, extrêmement évidente, surtout pour les deux scientifiques qui ont examiné la réplique en latex après l'échange et qui ont déclaré officiellement qu'elle était manifestement fausse comparée à l'original, qui était évidemment authentique. Le docteur Heuvelman a dit à propos de l'original, je cite, « Il n'y avait aucun signe que c'était un faux. Les détails étaient trop parfaits, les tissus trop réels. C'était le cadavre conservé d'un hominidé inconnu. Il n'y avait aucun doute que nous regardions une sorte d'homme. Pas Homo sapiens, mais une sorte d'homme étrangement velu. Beaucoup de choses nous ont frappés. Les mains énormes et les pieds énormes. Et aussi, surtout, les traits du visage. Parce que c'était absolument différent de tout homme sur Terre. » Et le docteur Sanderson a dit, je cite, qu'il avait une blessure par balle à la tête, un bras cassé et une orbite oculaire fracturée. Les dégâts étaient compatibles avec l'usage d'une carabine de forte puissance. Donc, cette chose était réelle, vivante autrefois, et touchée d'une balle dans la tête selon ces scientifiques. Fait intéressant, lorsque j'ai publié ma première vidéo sur l'Iceman du Minnesota, beaucoup de gens ont commenté, des personnes assez âgées pour se souvenir de l'époque où l'Iceman original était encore exposé et faisait le tour du pays. Beaucoup de ces personnes ont affirmé dans la section des commentaires qu'elles avaient vu l'Iceman original et que, pour elles aussi, il était clairement réel. Certains affirmaient sentir une odeur de viande en décomposition, voir du sang gelé près de la tête de la créature, là où elle aurait été abattue, ainsi qu'un globe oculaire hors de l'orbite à cause de l'impact de la balle. Des détails à vous donner la chair de poule, très convaincant. Voilà donc un assez bon aperçu des preuves que nous avons. C'est un aperçu, c'est un énorme résumé. Il y a beaucoup plus d'exemples que les quelques-uns que j'ai mentionnés, mais vous voyez ce que je veux dire. Parlons maintenant des arguments sceptiques. Je les entends tout le temps, et 99% du temps, les points avancés sont basés sur de fausses informations. Le premier argument, et celui qui est le plus souvent et le plus bruyamment répété, c'est « où est le corps ?» Parce que l'Iceman du Minnesota n'est qu'une histoire à ce stade, même si elle vient de scientifiques hautement qualifiés, cela ne compte pas vraiment.
Il y a bien sûr de nombreuses autres affirmations selon lesquelles des corps auraient été trouvés puis auraient disparu. Mais encore une fois, tout cela n'est que oui-dire. Donc, la réponse typique est, si ces créatures existent vraiment, pourquoi n'avons-nous pas de corps? Pourquoi n'avons-nous même pas trouvé d'os, ou vous savez, un squelette complet quelque part dans les bois? Eh bien, pour de nombreuses raisons. La principale étant qu'en Amérique du Nord seulement, il y a environ 2,1 milliards d'acres de forêt. Et malgré ce que prétendent de nombreux chasseurs sceptiques quant à l'existence du Bigfoot, les êtres humains ne parcourent qu'un infime pourcentage de ces 2,1 milliards d'acres. Il y a largement assez de place dans les forêts du continent pour qu'une petite population durable de primates non humains bipèdes, encore inconnus, puisse exister. Il faut aussi garder à l'esprit à quel point les fossiles et les ossements d'animaux connus sont incroyablement rares, surtout ceux des grands singes connus. Je veux dire, on sait que les chimpanzés et les gorilles existent, mais l'ensemble des fossiles retrouvés pour ces deux espèces tiendrait probablement dans un seau de 20 litres, littéralement tout le registre fossile. On n'en a tout simplement pas beaucoup. La preuve de l'existence des chimpanzés et gorilles, c'est leur propre existence. Et la raison de ce registre fossile minuscule pour les grands singes connus est probablement la même que celle du registre fossile encore non découvert du Sasquatch. Le sol des forêts est très acide. Il décompose les eaux rapidement, les charognards dispersent les restes, et avec 2,1 milliards d'acres, il y a largement assez d'espace pour cela. Et il existe aussi quelques créatures connues pour enterrer leurs morts. Alors pourquoi le Sasquatch ne pourrait-il pas faire la même chose, surtout s'il possède une intelligence humaine? Une autre affirmation que les sceptiques avancent toujours, c'est l'idée que des drones ou des pièges photographiques auraient déjà capturé un Sasquatch en image s'il existait vraiment. Eh bien, devinez quoi? C'est déjà arrivé. Il existe de nombreuses images de pièges photographiques que vous pouvez trouver en ligne, montrant des êtres très convaincants, debout, couverts de poils, qui semblent bien trop grands et larges pour être humains, et qui ne marchent pas vraiment comme des humains non plus, à part le fait d'être bipèdes. Concernant les drones et les images satellites, on suppose souvent que notre espèce surveille en permanence chaque centimètre de nature sauvage avec des yeux électroniques capables de traverser les arbres, à travers les canopées du monde entier, 24 heures sur 24, c'est absurde. Si c'était vrai, on ne trouverait pas constamment de nouvelles espèces. Pourtant, on en découvre, même de grandes. Donc, d'autres points de scepticisme. De temps en temps, il y a quelqu'un qui essaye d'être plus scientifique, et j'apprécie ce genre de scepticisme, parce qu'au moins, il y a une réflexion. L'un de ces arguments, c'est l'idée que l'évolution ne soutient pas ce type de créature, que le Sasquatch ne pourrait pas exister pour des raisons évolutives, que ça n'a tout simplement pas de sens biologiquement. Ma réponse serait de parler du Gigantopithèque, qui était un vrai primate massif et bipède d'Asie. Je dis bipède, on suppose qu'il était bipède, car seuls quelques fragments de mâchoire et de dents de cette créature ont été découverts jusqu'à présent. Mais ces mâchoires et dents sont bien plus grandes que celles de tout grand singe connu, et un tel singe serait trop massif pour se balancer dans les arbres ou marcher efficacement sur les jointures. Donc, ils en déduisent logiquement qu'il marchait probablement sur deux jambes, comme les humains. Certains affirment que Gigantopithèque aurait survécu jusqu'à aujourd'hui et serait le Sasquatch. Je n'adhère pas à cette idée pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant, mais le fait est que d'énormes primates bipèdes ont bel et bien existé et parcouru la Terre, donc cela avait du sens d'un point de vue évolutif à l'époque. Cela pourrait tout à fait être le cas aujourd'hui aussi. Et enfin, le dernier point sceptique que je vais aborder ici, c'est cette idée que tout le phénomène Sasquatch ne serait que des erreurs d'identification ou des canulars. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'il faut bien plus de foi pour croire qu'au moins 10 000 personnes à travers le continent ont toutes confondu un ours avec un Sasquatch que pour croire que le Sasquatch existe réellement. Pensez-vous vraiment qu'autant de gens, y compris des experts de la faune hautement qualifiés ayant vu ces créatures, étaient si stupides? Ou alors, peut-être que chacune de ces 10 000 personnes était un menteur. Ça me paraît tout aussi tiré par les cheveux. Et la réponse classique à cet argument, c'est « Eh bien, ils font tout ça pour attirer l'attention. Ces gens inventent cette histoire par milliers parce qu'ils veulent faire la une de leur journal local. J'ai vu Bigfoot. » Mais les sceptiques, êtes-vous à ce point déconnectés pour ne pas le voir? 99,9% de l'attention qu'on reçoit en venant dire qu'on a vu Bigfoot est complètement négative, vicieuse, condescendante et menaçante de votre carrière, de vos relations et de toutes les autres bonnes choses de la vie. Parce que c'est la vérité. Alors,
Qu'en pensez-vous? Suis-je parvenu à vous convaincre ou trouvez-vous encore cela absurde? Êtes-vous plutôt entre les deux? Pensez-vous que le Sasquatch pourrait exister sans être prêt à y croire totalement? Dans tous les cas, quelle que soit votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître vos avis. Pour ma part, en dehors du fait que j'en ai moi-même vu un, mais en regardant simplement les preuves de façon objective, je trouve qu'il est trop difficile d'ignorer les dizaines de milliers de témoignages oculaires à travers le monde, les montagnes de preuves physiques, ainsi que le fait que des policiers, des gardes forestiers et d'autres personnes haut placées disent qu'il se passe autre chose en coulisses. Je ne pense pas que tout cela puisse être inventé ou que les gens confondent avec des animaux connus. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un j'aime, en la partageant avec votre famille et vos amis, et en vous abonnant à Cabin in the Woods. Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier le dernier membre de la chaîne Cabin in the Woods, Sean Reed. Merci Sean de regarder et pour ton soutien. Pour soutenir davantage la chaîne et aider aux prochaines vidéos, vous pouvez aussi devenir membre. Vous bénéficierez d'avantages exclusifs, comme un accès anticipé aux prochaines vidéos, de petits emojis Bigfoot à côté de votre nom, ce genre de choses, et cela ne coûte que $, par mois. Vous pouvez également acheter des produits exclusifs Cabin in the Woods, ce qui m'aide aussi à continuer ici. Et vous pouvez m'offrir un café, je laisserai le lien pour ça dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.